Alors, bonjour, bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Nous sommes le lundi 24 juillet et j'entame le vlog tôt cette fois-ci parce que j'ai déjà commencé une nouvelle lecture audio pour la semaine. Puis bon, je me suis dit que ça valait la peine que je fasse la clôture de l'ancien vlog pour débuter tout avec vous. Qu'est-ce que j'ai décidé de lire pour commencer la semaine? J'avais essayé plein de trucs, puis finalement, j'ai décidé de me rabattre sur quelque chose qui était un peu un classique pour moi, c'est-à-dire que j'ai décidé de lire les P.D. James, si vous ne connaissez pas cette autrice de romans policiers, dont l'enquêteur principal est l'enquêteur Adam Dalgliesh. Je mélange toujours avec celui de Vargas. Et j'en ai lu quelques-uns dans le début de sa série, mais je les ai pas tous lus, puis là, j'ai décidé de les lire dans l'ordre. Je vais pas relire ceux que j'ai déjà lus, mais le premier de la série, je l'avais jamais lu. Donc, le titre, c'est Cover Her Face, en français, à visage couvert. Et c'est, dans le fond, l'introduction de Adam Dalgliesh dans la série des policiers de P.D. James. Donc, je vais vous lire la quatrième. À Martingale, la belle demeure des Maxey, dans la campagne anglaise, on est assez tolérant pour admettre une domestique mère célibataire qui ne veut pas être séparée de son enfant. Mais rien ne va plus lorsque celle-ci arbore la même robe que la fille de la maison et annonce ses fiançailles avec le jeune maître. Un meurtre est commis le soir même chez les Maxey, et le policier Dalgliesh, spécialement mandaté par Scotland Yard, va entrer dans une des affaires les plus troublantes de sa carrière. Alors, j'avais un petit peu de difficulté à comprendre au départ parce que Dalgliesh est quand même quelqu'un qui est relativement moderne, dans le sens où ça se passe pas dans les années 1900, là, au 19e siècle en fait. Puis là, on est comme un peu dans un manoir d'une grande famille britannique qui ont des domestiques, mais en même temps, j'imagine que c'est encore en cours au cours du 20e siècle. C'est paru en 66, si je me fie aux crédits qui sont mentionnés au début du livre audio. Donc, bon. On va prendre ça tel que tel. Mais bon, j'ai commencé, c'était bien intéressant. L'apparition du commissaire Dalgliesh, ou de l'enquêteur, ou de l'inspecteur, je me souviens plus, elle arrive quand même un petit peu, pas tard, mais je suis rendue presque au 5e, puis là, il vient de commencer à arriver puisque le meurtre s'est passé. Mais c'est bien quand même une bonne mise en contexte. C'est ce que j'aime aussi avec P.D. James. Elle prend toujours le temps de bien placer les choses et qu'on rencontre les personnages potentiellement impliqués. Et ensuite, le meurtre ou les meurtres arrivent. Donc, ben voilà, je me suis plongée là-dedans pour ma nouvelle semaine de vlog. Et pour la suite, ben, je ne sais pas trop. J'ai reçu une bonne nouvelle parce que j'ai pu avoir accès à un service presse via NetGalley qui est en fait bien en avance pour le mois d'octobre. Je ne sais pas si je vais le lire tout de suite ou je vais attendre un petit peu, mais c'est quand même un peu l'art nordique, mais ça m'intéressait quand même bien. Donc, j'ai fait la demande et j'ai été acceptée, donc je suis comme vraiment contente. Mais je pense pas que je vais le faire cette semaine, donc je vais voir ce que je peux explorer comme possibilité, puis de toute façon, je vais vous en reparler. Vous le savez bien, tout ce que je veux toujours, c'est dans le fond, qu'on lance le bal. Alors, ben, écoutons, sans plus tarder, allez, on se lance! Et bonjour, alors je vous reprends. J'espère que le son ne sera pas trop pire parce que je suis dehors, comme vous pouvez voir. Je suis allée faire un petit tour en voiture électrique, encore une fois, parce que j'avais des petits trucs à aller chercher. Et j'ai pas pu m'empêcher de repasser par la fameuse librairie Renaissance, qui, je dois dire, comme je passe quand même assez fréquemment, semble avoir le lundi vraiment un remplissage des étagères assez pertinent. Je trouve toujours quelque chose de vraiment en bon état. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé 3 trucs. Alors, tout d'abord, je vais commencer par un livre que j'ai vu passer, chez Prix Puel de Mag. Et ça m'avait un peu intriguée. C'était considéré comme le Agatha Christie grec. Donc, c'est Christos Markogiannakis. C'est ça ici, donc au 5e étage de la faculté de droit, donc traduit du grec. Et ça, c'est son premier, d'après ce que j'ai compris, qui était traduit. Donc, j'étais contente de tomber dessus. J'ai vu la 4e de couverture. 5e étage de la faculté de droit d'Athènes, section de criminologie. Angelos Kondilis, un doctorant, découvre le corps sans vie de la professeure Irini Sioumou, avant d'être tué à son tour. Chargé d'enquêter sur ce double meurtre, Christophoros Markou, jeune capitaine fraîchement diplômé, entre dans le monde secret de l'université. Un effrayant dédale où s'entrelacent ambition professionnelle, compromission, lâcheté et vanité.
Puisant dans sa propre expérience, Christos Markogiannakis, diplômé de criminologie et de droit, auteur d'un essai remarqué, signe un brillant premier polar qui dévoile la personnalité atypique du capitaine Marcou, empêchant de tourner en rond dans une Grèce au bord du chaos. Donc ça a l'air vraiment intéressant. C'est vraiment une petite plaquette, une plaquette, je sais pas, pour un roman policier quand même, 281 pages, donc j'étais bien contente. Ensuite, ça fait vraiment longtemps que j'hésite à le lire, j'en ai vraiment entendu parler et j'ai trouvé, dans le fond, en version poche, en super bon état, je me suis dit pourquoi pas. Donc, c'est le fameux, si je me souviens bien, c'est une trilogie, donc le premier tome de la série de Pierre Lemaître, donc qui commence par Au revoir là-haut. Et voilà, donc ça me tentait bien. Quand je l'ai vu, je me suis dit pourquoi pas, c'est un signe. Alors, je vais vous lire la 4e encore une fois. Rescapés du premier conflit mondial, détruits par une guerre vaine et barbare, Albert et Édouard comprennent rapidement que le pays ne pourra rien faire pour eux. Car la France, qui glorifie ses morts, est impuissante à aider les survivants. Abandonnés, condamnés à l'exclusion, les deux amis refusent pourtant de céder à l'amertume ou au découragement. Défiant la société, l'État et la morale patriotique, ils imaginent une arnaque d'envergure nationale, d'une audace inouïe et d'un cynisme absolu. Donc, ça fait longtemps que je veux lire Pierre Lemaître, puis mon papa m'avait dit que ce serait une bonne idée, que celui-là, ça pouvait bien le faire, et je me fie sur lui. Donc, c'est au moins une 600aine de pages en format poche. Et enfin, ça, je suis vraiment allée au pif, mais j'essaie vraiment de découvrir les polars scandinaves grâce au fameux défi de Triple L Le Mag, justement. Je pensais pas que je serais capable parce que j'en lis pas, mais là, finalement, je découvre plein de plumes depuis. Donc, ça doit être ça le but, j'imagine. Et cela, ça m'avait intriguée. Donc, c'est un livre, ça s'appelle La femme secrète de Anna Ekberg. C'est chez 10-18 et c'est traduit du danois. Et j'ai compris que Anna Ekberg, en fait, c'est un duo d'écrivains danois qui ont pris ce pseudonyme-là pour leur écriture à 4 mains. Donc, je vais vous lire encore une fois la 4e. Louise Andersen vit dans un petit village retiré sur l'île de Bornholm, au Danemark, où elle partage l'existence d'un écrivain, Joachim, de 10 ans son aîné. Leur vie sans histoire est heureuse et routinière, jusqu'au jour où un homme, Edmund, arrive sur l'île et reconnaît Louise. C'est sa femme, Hélène, disparue sans laisser de traces 3 ans plus tôt. Il en est convaincu. Et tout porte à croire qu'il a raison. Louise, stupéfaite par cette confusion, va essayer d'en savoir plus sur Hélène, dont la vie semble avoir été bien plus mystérieuse et exaltante que la sienne. Mais si se mettre ainsi dans la peau d'une autre a quelque chose d'enivrant, on peut aussi y perdre la raison, et plus encore. Donc, à mon avis, c'est un peu sur la limite pour moi, mais j'étais vraiment intriguée, justement par le fait que c'était un duo d'écrivains, donc pourquoi pas. Alors voilà, ça c'est mes petites trouvailles du jour impromptues, donc la récolte, pour moi, de 10 $, voilà. Ils sont vraiment en super état, ils sont neufs. Les dos n'ont même pas été cassés, donc ils n'ont même pas été ouverts. Alors, merci aux gens qui ont mis ces livres-là dans la librairie Renaissance. Je vous en suis fort reconnaissant. Et puis sinon, je continue à lire mon fameux livre audio, le fameux P.D. James, et je suis bien dedans. C'est drôle parce que c'est le début de Adam Dalgliesh, puis dans celui-là, à moins que je me souvienne pas bien, mais dans celui-ci, on dirait que où je vous avais dit que P.D. James prenait le temps de bien présenter les personnages. Donc oui, les personnages de l'endroit où le meurtre se passe, mais là, on dirait qu'elle ne met pas beaucoup de chair autour de l'os de l'enquêteur Dalgliesh. Il est vraiment concentré sur son enquête, c'est pour ça qu'on ne connaît pas trop son caractère. On a comme appris un truc sur sa vie privée, mais c'est tout, un peu comme semi comme ça au hasard. Ça me surprend parce que, à moins que j'ai un mauvais souvenir, mais si je me souviens bien, après, dans les autres de la série, justement, c'est ce que j'aimais bien, c'est que Adam Dalgliesh, c'est aussi un poète et c'est quelqu'un dont on apprend beaucoup, sur lequel on apprend beaucoup à travers la série. Puis c'est ça qui est intéressant aussi. Fait que ça me fait drôle parce que c'est vraiment une enquête très typique, très pas rassurante, là, mais ronronnante de prévisibilité. Pas dans le sens de l'intrigue, mais dans le sens que c'est vraiment un enquêteur qui pose des questions, qui découvre des choses, qui découvre des liens et tout ça. Donc, j'avais pas l'impression que Dalgliesh entrait dans cette catégorie-là, mais c'est le premier de la série, c'est son premier, donc c'est sûr que ça se peut qu'elle n'était pas encore tout à fait rendue à savoir qu'est-ce qu'elle allait faire avec lui. Donc voilà. Alors, c'est ma lecture en cours et je poursuis la semaine, comme d'habitude, la fin de ma dernière journée de congé avant le début de la semaine et je vous reviens quand je peux.
bonjour! Alors, je vous reprends en ce mardi, oui, ce mardi, parce que j'ai terminé ma lecture audio, que j'ai pas mal dévoré finalement, et j'ai eu l'opportunité de lire quelques albums jeunesse aussi, et je vais vous en parler. Donc, j'ai tout juste de terminer le premier P.D. James dans la série des Adam Dalgliesh, Cover Her Face ou je me souviens plus du titre en français. Je vais mettre la petite vignette. Écoutez, je vous avais dit que pour moi c'était bizarre parce que Dalgliesh avait comme une personnalité qui évolue un peu dans les autres. P.D. James, que je reconnaissais moins là, il était un petit peu plus effacé. Et ça s'est vérifié. C'est clairement un genre de Agatha Christie des années 60. Donc, c'est vraiment particulier. C'est paru en 1961. J'avais dit 1966, mais c'est 1961. Et ma foi, ça reprend tous les codes. Il y a même, à la fin, dans le fond, lors de la chute, la révélation en tant que telle concernant qu'est-ce qui s'est passé dans l'intrigue. Je vous en parlerai pas trop. Ben, ça tourne quand même autour de ce qui a été dit dans la quatrième. Je ne vais pas trop vous en dire. Et bien, écoutez, c'est fait un peu à la Hercule Poirot. Tout le monde est rassemblé dans une même pièce. On évoque les faits, le déroulement des choses. Il y a des gens qui se sentent comme concernés qu'ils ne devraient pas, des gens qui ne se sentent pas concernés qu'ils devraient peut-être. C'est vraiment ça, c'est assez incroyable. C'est vraiment de l'intégration. C'est pas de la copie, là, c'est juste que c'est vraiment de l'intégration des codes du whodunit complètement. Donc, je pense que dans un des challenges que je suis, celui des tote bags, il y en a un, c'était de trouver une référence à Agatha Christie dans vos lectures. La plupart des gens cherchaient des références littérales dans le texte. Mais là, ça peut pas être plus... C'est vraiment un Agatha Christie qui se passe dans les années 60. Puis c'est drôle parce que c'est pas typique de P.D. James pour la suite. Puis j'ai lu dans les critiques, j'en ai lu quelques-unes là, sur Goodreads, puis ça disait que ça donnait l'impression que ça pouvait vraiment être lu comme un tome unique. Puis c'est vrai, on n'a pas l'impression qu'il va y avoir une suite après. Ben, ça se termine sur, nonobstant la résolution de l'intrigue, ça se termine sur une ouverture potentielle. Puis je me suis posé la question parce que je me disais, il me semble que ça me dit quelque chose, c'est cette personne-là qui est impliquée dans cette ouverture potentielle. Et, ben, écoutez, j'en dirai pas plus, mais en effet, ça semble être le cas. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça me donne encore plus le goût de lire les prochains P.D. James dans l'ordre pour essayer de voir comment le personnage central a évolué. Donc, je vais vous donner mon avis, ben je vous en ai parlé un peu, mais je vais vous en donner mon avis, mais c'est sûr que sachez que si vous n'avez jamais lu du P.D. James, le premier P.D. James de cette série-là n'est pas typique de la suite. Donc, c'est pas typique, c'est pas représentatif de la suite, c'est pas vraiment typiquement P.D. James, donc, j'ai bien aimé ça parce que, vous savez, moi, j'aime Agatha Christie, donc c'était très intéressant pour moi, c'était rassurant dans un cadre, on se laisse porter un peu par ça, c'était très axé sur l'enquête, comme je vous disais, on était vraiment dans les faits, on restait vraiment dans une enquête traditionnelle. En même temps, il y avait un petit côté aussi de personnages impliqués dans l'intrigue principale qui faisaient leurs propres recherches pour essayer de voir qu'est-ce qui s'était passé. Vraiment, vraiment comme dans un whodunit. Ça se passait pas mal dans un seul lieu. Donc, moi, j'ai vraiment aimé ça. Donc, c'est ça, comme je vous dis, l'écriture de P.D. James est moins... sa plume, je la trouvais moins caractéristique. Elle était très habile. Elle était très... c'est une excellente lecture. C'est sûr que on a plusieurs pistes qui sont lancées. Il y en a beaucoup qu'on sent peut-être venir, mais moi, en tout cas, j'ai pas vu venir la chute, peut-être parce que je suis comme une grande naïve. Donc, c'est vraiment bien habile, mais c'est sûr qu'elle n'avait pas un style particulier, un style plus fin et tout ça. Comme par la suite, j'ai l'impression que sa plume s'est un peu développée. C'est peut-être pas ça qui m'a frappée, mais sinon, j'ai vraiment trouvé que c'est une excellente lecture. Donc, ben voilà, c'est vraiment drôle parce que je m'attendais pas à ça, pas en tout, en lisant le premier P.D. James. Fait que c'est comme si je pense que j'avais le goût de lire Agatha Christie, puis je me disais, ah, mais je suis pas encore rendue au mois d'août pour le prochain défi du Read Christie 2023. Il va falloir que je me rabatte sur quelque chose d'autre. Puis je me disais, ah, P.D. James, c'est du connu, mais j'avais absolument pas en tête que ce serait à ce point-là collé sur le besoin de lecture que j'avais à ce moment-là. Donc,
Voilà. Alors, la lecture était très agréable, comme je vous disais, puis c'est sûr que je vais continuer à relire les P.D. James que j'ai pas lu après ça. Puis je les lis dans l'ordre parce que c'est vraiment intéressant de voir comment les personnages principaux vont évoluer au fil des tomes. Donc, voilà, pour ma lecture audio. Ensuite, je vais faire un petit blitz d'albums jeunesse. J'ai tout d'abord découvert, puis je vais tourner la tête parce que j'ai mes petits rappels, j'ai les quatrièmes de couverture là parce que j'ai pas les livres avec moi. Donc, j'ai tout d'abord découvert le livre Tout à fait normand de Tom Percival chez Scholastic. Alors, je vous lis la quatrième. Normand a toujours été tout à fait normal, jusqu'au jour où une paire d'ailes est apparue sur son corps. Craignant l'opinion des gens, Normand les couvre d'un grand manteau épais. Trouvera-t-il le courage d'être lui-même? Donc, ça fait un peu comme les livres que vous savez que j'aime un peu moins, dans le sens qu'avec un petit message bien caché, mais j'ai vraiment adoré ce livre-là. Oui, on est vraiment dans le côté un enfant constate sa différence, essaie de la masquer autant à ses amis qu'à ses parents parce qu'il a peur d'être rejeté. Puis, éventuellement, va finir par comprendre que dans le fond, il est malheureux à cause de ça, puis c'est comme lui qui s'auto-met malheureux dans cette situation-là parce qu'il a comme peur de la réaction des autres alors que dans le fond, il sait pas du tout qu'est-ce que ça va être. Puis évidemment, ça se termine bien quand même. Mais j'ai adoré l'histoire, assez simple, assez courte. Même s'il y avait un message, on prend pas le lecteur pour quelqu'un de pas intelligent parce que bien sûr qu'on doit faire le parallèle parce que comme vous pouvez voir ici, Normand, c'est pas parce qu'il est différent, c'est qu'il y a une paire d'ailes. Donc, oui, mais je veux dire, pour nous autres, quand on est un adulte, on réalise que c'est sa différence, une analogie, mais quand on est enfant, on va juste réaliser qu'il y a une paire d'ailes. Donc, il faut quand même qu'il y ait un petit travail qui soit fait. J'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé les illustrations, j'ai aimé l'histoire. C'est très coloré, c'est super bien fait. Juste la bonne longueur, juste le bon dosage. Puis, c'est vraiment excellent. Genre, en fait, je sais pas si c'est un coup de cœur, mais je pense que oui, quand même, un coup de cœur, ouais, un coup de cœur jeunesse. C'est rare là, que je m'enflamme pour des livres à message, mais celui-là, il faut le dire quand c'est bien fait. Donc, celui-là, il est très bien fait. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Donc, si ça vous dit de découvrir ça, ne vous gênez pas. Ensuite, j'ai découvert, je vais y aller en gradation, je pense. Ouais. J'ai découvert un livre qui m'a attirée parce qu'il y a un des créateurs que c'était Barou. Vous savez, j'aime beaucoup ses illustrations. Et l'autrice, c'est Anne-Sophie Platt, qui je crois que j'avais déjà vu ailleurs, mais enfin bref. Alors, c'est Le Trésor de Georges de Barou et Anne-Sophie Platt et c'est chez Little Urban. Voilà, donc je vais vous lire la quatrième. Monsieur et Madame Fleurimont, les voisins de Georges, qui vivent dans le luxe et la démesure, aimeraient bien savoir quel est le trésor que possède ce dernier. Bon, ça ne dit pas beaucoup, mais en gros, Monsieur et Madame Fleurimont habitent dans le fond, proche de l'eau et aimeraient bien pouvoir agrandir leur cour en achetant le terrain de Georges, qui lui est clairement sur le bord de l'eau, avec une petite bicoque de rien du tout, mais quand même bien chaleureuse, qui a beaucoup de vie, puis il y a des amis qui viennent souvent et tout ça. Puis, monsieur et madame Fleurimont vont essayer tout au long de l'album d'acheter un peu Georges, donc en lui proposant plein de choses de gens riches, là, des matériaux de luxe, de l'art, tout ça. Puis à chaque fois, Georges va dire « Non, non, c'est correct, j'ai tout ce qu'il me faut, faites-vous-en pas. » Et puis finalement, ben, monsieur et madame Fleurimont vont finir par aller le voir puis dire « Mais oui, mais coudonc, qu'est-ce que vous voudriez qu'on vous donne en échange de votre terrain? » Et Georges dit toujours « J'ai tout ce qu'il me faut. » Et là, on réalise que ce qu'il lui faut, en fait, c'est que lui a la vue sur la mer. Puis c'est ça qui est important pour lui. C'est plus important pour lui que tout l'art du monde ou l'or du monde. Donc, et après ça, ben, la chute est que monsieur et madame Fleurimont retournent dans leur grosse maison, plein de richesses et de trucs ostentatoires. Et ils se posent la question, est-ce que c'est vraiment beau dans le fond tout ça? Donc, c'est pas comme ça que c'est formulé, mais c'est ce qu'on comprend. Puis je me permets de vous la raconter au complet parce que c'est quand même ça. J'ai trouvé ça bien. J'ai un petit peu moins accroché sur le texte parce que j'aimerais l'impression qu'on passe un peu plus de temps sur le personnage de Georges puis sur les personnages de monsieur et madame Fleurimont. Donc peut-être qu'on laisse un petit peu plus de temps à l'histoire pour se développer, mais bon, ça avait une jeunesse de 32 pages, donc... Par contre, j'ai vraiment beaucoup aimé, évidemment, les illustrations, c'est certain, on s'en sort pas, hein, c'est Barou. Et il y a comme une stratégie à un moment donné, justement, quand on va finir par découvrir quel est le trésor de Monsieur Georges, de Georges, pardon.
une stratégie même au niveau de la facture du livre. Donc, celle-là, je vais vous la garder si jamais vous voulez aller le découvrir. Donc, une bonne histoire, somme toute, intéressante. Peut-être que là, encore là, il y avait un espèce de petit message, puis je sais pas si ça a été si bien exploité dans la trame de l'histoire en tant que telle. Par contre, comme je vous dis, ne serait-ce que pour les visuels, c'est tellement le fun de voir la toute petite maison de Georges qui a l'air tellement le fun, puis tellement agréable dans laquelle vivre, puis la grosse maison pompeuse de Monsieur et Madame Fleurimont. Donc, j'ai vraiment quand même bien apprécié. C'est une bonne lecture. Ensuite, j'ai découvert un autre livre qui s'appelle La véritable histoire de King Kong par Luca Tortolini et Marco Soma. Et c'est chez Sarbacane, je crois. Oui, chez Sarbacane. Donc, je vais vous lire la 4e. King Kong, le célèbre singe d'Hollywood, raconte comment le cinéma l'exploite depuis sa capture sur son île. Les autres dirigent sa vie et lui imposent quoi dire, manger ou porter. Lassé de cette existence formatée et de ne jamais avoir un instant pour lui, il quitte tout. Alors, la 4e dit pas mal l'histoire, mais ce qui est intéressant là-dedans, on va suivre dans le fond l'histoire du singe qui joue King Kong, comment il aurait été enlevé sur son île, intégré, puis justement dénaturé un peu comme un animal de cirque. Et dans le fond, on lui prête des intentions humaines, puis à un moment donné, il se rend compte qu'il a vraiment envie de trouver un endroit où il peut être lui-même. Mais ce que j'ai... Bon, l'histoire était correcte, puis c'est bien fait. C'est intéressant. C'est quand même intéressant de voir qu'on touchait une histoire qui était assez large, qui avait une certaine durée, mais on est arrivé à l'essentiel pour vraiment qu'on comprenne qu'est-ce qui a amené King Kong là, comment il peut se sentir, puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'il finit par avoir envie de quitter tout ça et de retourner à un endroit dont je ne vous parlerai pas, où est-ce qu'il peut être lui-même. Mais ce que j'ai vraiment adoré, évidemment, c'est le visuel. Donc, vous allez avoir vu rapidement quelques planches, mais j'adore ce visuel-là, comme tout en demi-teinte, en espèce de... Je crois qu'il y a des petits traits, ouais, on est comme dans les teintes feutrées, un peu rouille, avec des traits de crayon fin. J'ai adoré ça. Je pense que ça aurait pu être même un album sans texte, mais c'est correct, l'histoire était correcte, mais je pense que même avec juste le visuel, on aurait compris de quoi il était question. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est intéressant. Donc, ça, pour moi, ça a été vraiment une excellente lecture. Ça vaut la peine. C'est un album en plus grand format. Donc, c'est un peu un défi. Moi, je travaille en bibliothèque. C'est un peu un défi pour peut-être les bibliothèques, les librairies, pour le garder. Mais si vous l'achetez puis vous l'avez à la maison, ben, c'est vraiment le fun parce qu'on peut le regarder avec la famille, avec les enfants, puis essayer de voir. Vraiment, on est comme imprégné de l'histoire. Puis c'est le fun parce que King Kong, c'est comme un personnage un peu démesuré aussi pour nous autres. Donc, voilà. Donc, vraiment, j'ai beaucoup aimé ça. Ça vaut la peine de le découvrir. Donc, essayez. Si vous êtes un adepte de King Kong en plus, ça va vous donner une possibilité de découvrir peut-être un certain angle de son histoire selon les deux créateurs qui ont mis en scène cet album-là. Et enfin, j'ai découvert un espèce d'ovni tellement touchant. Je ne sais pas trop comment je vais vous en parler. Donc, c'est Monsieur Personne de Johanna Conseillo et c'est chez Format. Oui, c'est chez Format. Je pense que c'est paru chez un autre éditeur avant, c'est ça que j'ai semble avoir vu. Je voulais quand même la 4e. J'espère que la 4e est correcte. Ouais, je vais la lire. Donc, la 4e va comme suit. Monsieur Personne mène une vie si ordinaire que personne ne le remarque. Il consacre son temps aux tâches quotidiennes et à regarder les autres derrière sa fenêtre. Pourtant, sans lui, la vie ne serait pas aussi lumineuse. Car dans le secret de sa cuisine, Monsieur Personne fabrique des étoiles pour remplacer celles qui brillent moins. Donc, là, dans le fond, c'est sûr que ça raconte pas mal toute l'histoire, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est vraiment plein de choses. Donc, tout d'abord, comment le choix de la narration, donc on est vraiment dans... on plonge le lecteur dans le côté, la dimension ordinaire du personnage principal, comment il se fond dans la masse, comment sa vie est grisouillette, comment... il est pas malheureux, mais
c'est comme quelqu'un de banal complètement. Et on voit vraiment de la répétition des tâches quotidiennes. En même temps, dans chacune des tâches quotidiennes, il y a toujours un petit quelque chose dans les illustrations qui sont un petit peu hors de l'ordinaire. Ce qui m'a marqué, puis peut-être que c'était voulu, mais à un moment donné, il dit il fait sa vaisselle, puis là, on voit le personnage principal qui est dans une espèce de grosse bassine comme pour la vaisselle. Mais c'est comme s'il prend son bain en même temps qu'il lave ses assiettes. En tout cas, il y a toujours une petite dimension euh, déjantée un peu dans l'illustration, mais en même temps, c'est toujours dans les teintes de gris, beige, des teintes effacées, donc ça saute pas nécessairement aux yeux et ça va tout à fait dans le sens de ce qui va se passer par la suite lorsqu'on finit par comprendre qu'en fait, c'est parce que cette personne-là doit passer son temps pendant la journée parce qu'en fait, il travaille la nuit, puis il fabrique des étoiles, puis il les envoie par la poste au ciel pour justement remplacer les étoiles qui sont moins brillantes. Puis ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est la chute. Je suis pas sûre que je suis capable de vous la décrire, mais dans le fond, c'est comme si on voyait un peu un cycle d'une journée normale, entre guillemets, pour Monsieur Personne. Donc, la journée qui passe, dans la journée où est-ce qu'il est un petit peu invisible pour tout le monde parce qu'il ne fait pas rien de très singulier. Mais après c'est la nuit où est-ce qu'il va vraiment rayonner puis faire vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et ensuite, la fin du cycle où est-ce qu'il va redevenir invisible. C'est tellement bien écrit. On est vraiment dans une narration qui est à structure répétitive, qui va susciter, qui va évoquer plutôt que vraiment raconter. Puis tout va se passer dans le visuel. C'est touchant, c'est vraiment beau. Bon, je dois dire quand même que c'est ce que j'appelle un album pour les grands parce que je sais pas, je serais bien curieuse de voir comment un enfant perçoit ça. Parce que c'est sûr que c'est audacieux, l'environnement visuel est comme absolument pas coloré. Donc, ben, je veux dire, oui, il y en a des couleurs, mais c'est très éteint. Donc, je sais pas si vraiment il pourrait avoir, si vraiment il pourra, si vraiment, pardon, je vais y arriver, si vraiment un enfant pourrait avoir un intérêt pour ça. Ça dépend des enfants. Là. Moi, je sais que j'aurais peut-être aimé ça quand j'étais plus jeune parce que ma mère me disait toutes sortes d'histoires de toutes sortes de genres différents. Donc, je n'étais pas nécessairement cantonnée dans, disons, le Disney ou le hyper coloré puis tout ça. Donc, j'aurais peut-être répondu à ça aussi. Ça m'aurait un peu stimulé l'imaginaire. Mais c'était pas tous les enfants qui vont réagir à ça non plus. Et évidemment que pour un adulte, c'est quelque chose qui est très appréciable. Donc, mais bon, ça enlève absolument rien à l'album. Je l'ai vraiment adoré. Ça, c'est un coup de cœur intergalactique, vu que c'est monsieur qui fait les étoiles. Et puis, j'ai vraiment aimé ça. Donc, je pense que je l'offrirai à tout le monde tout le monde que j'aime. C'est tellement une belle histoire. Puis en même temps, ça laisse quand même... Là, dans le fond, dans le quatrième, ils ont l'air de comme clore ça, mais la chute est comme un peu ouverte. Donc, si jamais vous avez lu le livre ou vous voulez le lire, puis que vous avez envie d'en parler en commentaire, échangez donc avec moi pour me dire comment vous avez vu la fin, qu'est-ce que vous avez compris de la fin. Pas parce qu'il y a nécessairement juste une façon de le comprendre, mais parce que je serais bien curieuse de voir comment vous avez perçu tout ça. Parce que c'était vraiment... je me suis laissée porter par la plume, par le côté poétique des mots qui sont choisis. Chaque mot a son importance, chaque mot nous propulse dans le fond dans une espèce d'univers, puis tout en voyageant dans l'univers visuel. Puis c'est sûr que rendu à la fin, je l'ai même relu parce que je m'attendais comme une petite fille traditionnelle à avoir une fin traditionnelle. Mais c'est intéressant aussi quand la porte reste ouverte. Donc, j'ai compris une certaine chose, mais je ne sais pas si c'est ça que tout le monde comprend. Donc, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire si ça vous dit, si vous avez lu l'histoire et vous voulez en parler. Ça va me faire plaisir d'aller à votre rencontre. Alors voilà, giga long segment, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il fallait que je rende compte de 5 lectures, donc c'est sûr que c'était quand même plus long. Puis ben, je poursuis ma semaine avec, comme à l'habitude, mon hésitation pour le prochain livre audio. On va voir ce que ça va donner. Je vous dirai ce que j'ai choisi, mais pour le moment, je vais me laisser un petit peu décanter mon P.D. James Whodunit à la Agatha Christie et ma belle moisson d'album jeunesse d'aujourd'hui avant de me replonger dans autre chose. Alors, ben, je vous dis à tout de suite! Un peu éloigné du micro, c'est vraiment, en fait, il y a un effet téléphone. Et je trouve que c'est vraiment très agréable pour un lecteur d'entendre. Du coup, c'est un auditeur, c'est très agréable pour un auditeur d'entendre vraiment les mises en scène réalisées comme ça. Je trouve que c'est
Alors, bien le bonjour, je vous fais un petit coucou en ce samedi grisounet, pluvieux, bizarre, sombre, d'où cet éclairage artificiellement joyeux. Parce que, en fait, je les ai pas vraiment repris cette semaine, mais j'ai quand même choisi ma fameuse deuxième lecture audio. Et je me suis lancée finalement sur la recommandation de Triple L de Mag dans mon premier Ragnar Jonasson, c'est-à-dire La Dame de Reykjavik. Donc, c'est une série qui met en vedette, entre guillemets, une policière qui s'appelle Hulda et qui est à Reykjavik depuis un bon moment et qui est dans celui-ci, en tout cas, en fin de carrière. Je vais vous faire la lecture de la quatrième de couverture. Je l'ai lu, puis je pense que ça va, il n'y a pas trop de divulgacheur. Puis ensuite, je reviens avec mon opinion. Hulda a tout donné dans sa carrière. Mais en faisant toujours cavalier seul, elle a beau être une des meilleures enquêtrices du poste de police de Reykjavik, à 64 ans, sa direction la pousse vers la sortie. La perspective de la retraite l'affole. Tout ce temps et cette solitude qui s'offre à elle, c'est la porte ouverte aux vieux démons et aux secrets tragiques qu'elle refoule depuis toujours. Et ces échappées dans la magnificence des paysages islandais pour respirer à plein poumon la sauvagerie de son île ne suffiront plus cette fois. Alors, comme une dernière faveur, elle demande à son patron de rouvrir une affaire non résolue. Elle n'a que 15 jours devant elle, mais l'enquête sur la mort d'Elena, une jeune Russe demandeuse d'asile, va s'avérer bien plus complexe et risquée que prévu. Hulda a-t-elle vraiment pesé tous les risques? Alors, voilà. Donc, j'ai lu ça. Ça s'est lu avec beaucoup d'aisance. Je sais pas à quoi je m'attendais pour la plume de Ragnar Jonasson. Peut-être un peu à du Indridason qui est vraiment sombre, mais celui-ci, j'en avais déjà lu du Ragnar Jonasson, mais dans son autre série, je crois que c'était. Je vous en mettre peut-être deux, là. Il me semble que c'était Snor, genre, je me souviens plus, je le prononce de toute façon vraiment pas correctement. Ça se passait aussi à Reykjavik, mais c'était pas du tout la même chose. Puis tout ce que j'ai retenu de cette plume-là, c'est qu'elle était vraiment très sombre, donc on dirait que j'étais comme moins attirée. Là, celle-là, bon, ben, c'est sûr que c'est pas joyeux, là. On suit quand même Hulda qui est en fin de carrière, qui vient de se faire tabletter et qui décide de pousser un peu l'audace à dire que elle va s'accrocher quand même un petit peu le temps d'essayer de résoudre une affaire non résolue, comme ça dit dans la quatrième. Et ben, en un temps record, on va la voir quand même bousculer beaucoup de monstres endormis. Et autant dans la société qu'en elle, potentiellement. Et mon Dieu, en effet, c'est une aventure qui est très risquée. Donc, je vous en dirai pas plus. Euh, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ça a même commencé tout doucement. C'est une plume qui est une plume un peu plus d'ambiance que de thriller. Donc, en fait, je vous dirais pour, mettons, les 2 tiers du roman. Je pense que c'est peut-être un petit peu, je sais pas, à date, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Ça m'est arrivé, en fait, pas avec les polars islandais du tout, ça m'est arrivé avec Douve de Victor Guibert. Mais c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que les 2 premiers tiers, on apprend tranquillement à découvrir le personnage principal, on apprend à aimer et haïr certains des autres personnages impliqués. On en apprend un peu plus sur l'enquête, mais on est plus dans un peu une genre d'introspection parce on va voir le personnage principal s'interroger sur elle-même, sur son passé. Et c'est également une narration à 3 voix, à 3 temporalités dans le fond. Donc on va avoir en parallèle le présent et on va avoir 2 voix qui vont venir du passé. Je ne vous dirai pas de quel passé. Mais donc, ça va s'intercaler un peu dans la narration, puis ça va nous permettre de découvrir la trame, en fait, d'avoir un portrait complet, pardon, de la trame d'une façon assez dynamique. Par contre, le rythme de Ragnar Jonasson est très lent. Donc, pour ceux que ça énerve, c'est peut-être pas la meilleure plume pour vous. Moi, ça me va tout à fait, ça, le polar d'ambiance. J'aime bien ça. Ça me fait, comme je vous dis, toujours un peu penser plus à Vargas dans ce temps-là. Par contre, vers le dernier tiers, jusqu'à maintenant, le premier 2 tiers, c'est assez soft, entre guillemets, comme polar. Il n'y a pas beaucoup de détails. On sent qu'il y a du torturé, mais on n'est pas trop loin dans la torture de l'âme humaine. Dans le dernier tiers, c'est quelque chose. Ça bouscule bien, bien solidement. Et la chute, ma foi, ouais, j'avais absolument aucune idée que ça allait venir. J'aurais même pas pu imaginer que ça allait venir. Donc, très surprenant.
bien apprécié. Je ne sais pas si je vais enchaîner potentiellement les autres de la série. Je sais que dans ma pile de livres à lire, j'ai le nouveau Ragnar Jonasson qui est écrit avec, je crois que c'est la première ministre islandaise, si je me souviens bien. Je vais vous mettre la couverture ici. C'est apparaître en octobre et c'est un service de presse avancé, dans le fond, que j'ai via NetGalley, dans le fond, grâce aux éditions à la Martinière. Je l'ai pas encore lu parce que c'est pour octobre, donc j'attends un peu. Mais j'espérais quand même aimer la plume de Ragnar Jonasson parce que j'ai celui-là également à lire. Donc, je vais peut-être plutôt attendre, lire cette espèce de duo d'écriture-là avec la première ministre islandaise. Puis après, je verrai si je continue. Mais ça a été en soi euh, une excellente découverte. Je pense que je vais oser Ragnar Jonasson un peu plus en fin de compte. Là, j'avais comme oublié finalement que c'était vraiment un auteur que je pouvais aborder sans problème. Malgré tout, c'est quand même, comme je vous dis, remuant et tout ça. Là, par contre, il faut quand même avoir, bien s'accrocher pour la fin. Mais j'ai bien aimé ça. Alors, très bonne lecture. Merci de la suggestion, Triple de Max. Ça m'a fait sortir un petit peu de mon inertie par rapport au polar islandais. Jusqu'à maintenant, j'en ai découvert comme 4, puis 4. Puis, c'est sans doute des plumes, je pense, vers lesquelles je pourrais me tourner de nouveau. Donc, quand même, j'ai bien aimé ça. Et puis, sinon, j'ai commencé ce matin une petite lecture audio de dernière minute parce que j'avais juste un trajet à faire pour aller au travail. Puis, je sais que c'est une courte lecture que je vais pouvoir terminer en format numérique. Et j'ai fini par céder à l'enthousiaste insistance de Alex Bouquet dans Prada pour découvrir enfin la plume de Becky Chambers dont elle nous parle depuis vraiment plein de vidéos. Et puis ça m'intriguait quand même. J'ai acquis le premier tome de sa série de science-fiction qui se passe dans l'espace, mais là j'avais comme accès à un livre audio de sa série qui s'appelle, je crois que c'est Monk and Robot. Moi j'allais en version originale. Oui, en français. Bon, en français, ça dit Histoire de moine et de robot. Donc, Monk and Robot. Et en anglais, c'est Psalm for the Wild Built. Et en français, c'est un psaume pour les recyclés sauvages. Et j'ai vu la quatrième de couverture. Et on est vraiment dans quelque chose de complètement différent d'où je venais pour mon autre lecture. Mais je vous lis ça, puis je vous reviens. Moine de thé. Dex écoute et apaise les tracas quotidiens des habitants de Panga en leur préparant des infusions. Mais son rêve de partir explorer les terres sauvages n'est jamais loin. Alors que les robots ont disparu de Panga depuis des siècles, Dex rencontre un soir l'un d'eux, Omphale tacheté splendide, qui se questionne sur les véritables besoins des humains. Alors, je dois vous dire que je l'ai commencé en audio, puis je pense que c'est un livre que j'aurais peut-être dû lire en papier ou en numérique d'abord, parce que c'est un petit peu particulier comme contexte. Puis on dirait que j'arrivais un petit peu, avec beaucoup de difficultés à me retrouver entre les diverses voix qui parlaient, mais maintenant que j'ai un peu mieux compris, ça me va. La narratrice était vraiment excellente. C'est pas de la faute de la narratrice du tout, c'est juste moi qui ai eu la misère à me retrouver. Donc, on est dans un monde où il y a eu une séparation entre les humains et l'intelligence artificielle. Donc, les humains ont comme décidé de libérer l'intelligence artificielle et de leur dire vous pouvez retourner dans la nature, on n'ira pas vous déranger, on vous promet qu'il n'y aura pas de nouvelles rencontres. Les robots ont comme envie d'être dans un milieu où c'est pas tout n'est pas comme conçu par les humains, puis eux, ils sont pas nécessairement attachés justement aux besoins que les humains veulent qu'ils remplissent et tout ça. Et donc, on est là-dedans, et c'est donc Panga qui est le monde où les humains habitent, et dans ce monde-là, dans le fond, il y a comme des parties qui sont dans la forêt, qui sont la forêt sauvage, et c'est là-dedans que les robots habitent. Et on va suivre Dex, qui est un habitant de Panga, qui a une vocation au départ en fait, c'est un moine, puis dans le fond, c'est ça que je comprends, là, il habite comme dans un monastère avec une sœur, puis d'autres collègues moines, et il y a une vocation en particulier qui est comme un moine de jardin, donc un garden monk. Et il décide finalement à 27 ans de changer de vocation puis de se tourner pour devenir un tea monk, je pense. En tout cas, bref, c'est pour être un moine de thé, comme ils disent. Donc, c'est un moine dont la vocation est de se promener de village en village, de ville en ville avec une petite charrette à pédales pour offrir le thé ou les boissons chaudes aux gens qui sont là et leur offrir le breuvage qui est le plus réconfortant pour leur situation. Donc, les gens viennent là puis confient leurs problématiques au moine de thé. Puis le moine est là pour écouter et leur offrir un thé. En fait, leur proposer un thé et tout ça. Donc, malgré
le fait qu'il est très tardif pour lui de changer de vie, il décide de se tourner vers cette vie-là, puis il connaît absolument rien à cette tâche-là. Tout le monde, ben, pas le décourage, mais il est comme, ben voyons, comment ça fait que tu te changes de vie comme ça. Et il décide de faire ce premier saut-là vers une vie qu'il ne connaît pas. Et on va le retrouver rapidement 2 ans plus tard, donc après 2 ans de moine de théisme. Et il va être soudainement appelé par la proximité d'une section sauvage de la forêt sauvage qui est pas trop loin de où il est, puis où il sait que les robots sont. Et c'est pas quelque chose qui est censé se passer parce que, comme je vous dis, les humains sont pas censés aller dans la forêt sauvage et inversement, il n'est pas censé avoir de contact robot-humain. Et il va finir par se retrouver dans cette forêt-là. Et ce que je comprends là, parce que je suis pas encore rendue là, va rencontrer un robot. Et il va s'en suivre, je crois, une conversation assez philosophique. C'est vraiment un roman, ouais, c'est un genre de quête philosophique, d'après ce que je peux comprendre. C'est Becky Chambers, mais on dirait que ça me rappelle, je sais pas si c'est volontaire, mais ça me rappelle un peu la littérature japonaise. C'est tout en circonvolution, c'est lent et tout. Il y a une chose qui est particulière également, puis en anglais, ça m'a un peu dérouté parce que je suis pas habituée. C'est un roman dont le personnage principal est non-binaire, donc il est identifié, en fait, Yel est identifié dans le roman par le pronom Yel en français et par le pronom they en anglais. Et comme j'écoute en anglais, c'est they, puis they en anglais, ça veut aussi dire ils, ben, au pluriel. Donc là, quand il rencontre d'autres personnages, quand Yel rencontre d'autres personnages, j'admets qu'à l'audio, pour moi, c'est difficile de savoir si on parle d'elle ou de plusieurs personnes en particulier parce que à cause du pronom they qui est utilisé dans les 2 cas. Alors qu'en français, le pronom non-binaire qui est yel, c'est pas le même pronom qu'on utilise pour il au pluriel. Donc, bref, c'est mon petit ajustement que j'ai eu à faire, mais c'est intéressant comme approche. Donc, je voulais aussi vous le mentionner parce que c'est une des caractéristiques aussi intéressantes là, que l'autrice a décidé de mettre de l'avant. Alors, ben voilà, écoutez, j'ai commencé, j'ai lu le premier tiers, je pense, puis c'est sûr que je vais le finir sans doute en cours de journée demain, puis je vais vous en reparler. J'étais un peu déroutée, puis j'avais un peu peur parce que c'est vraiment un rythme lent, plus philosophique, puis des fois, c'est moins natal, mais la pub est vraiment intéressante. Puis là, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. Donc, pourquoi pas, j'ai poursuivi mon petit pèlerinage avec le fameux Dex et qui va se promener dans son espèce de petite roulotte et qui va peut-être rencontrer les robots. Donc, je poursuis l'aventure. Puis, ben, je vous en reparle dès que je peux. À tout de suite. Hey! Alors, un petit rapide coucou du lundi. Je vous parlerai pas nécessairement beaucoup, mais c'est juste pour vous dire que je viens de vous tourner une vidéo que vous allez avoir vue potentiellement quand je vais sortir cette vlog-ci, donc vous allez le savoir. C'est une vidéo qui a rapport avec le fameux Challenge tout neuf d'Alex Burkina Prada qui est pas en déroute. Donc, je vous invite à le regarder si jamais vous voulez. Je vais vous remettre le lien aussi en barre d'infos. Et comme j'étais là, je me suis dit, je vais vous prendre parce que pendant que je préparais ma palle avec mon petit carnet, des livres et tout ça, j'ai décidé de construire mon livre audio de Becky Chambers, donc le fameux A Psalm for Wild Built. Et donc, un psaume pour quelque chose recyclé, les sauvages recyclés, je crois, quelque chose comme ça. Et je vous avais dit que ça avait commencé doucement. J'aimais beaucoup la plume, mais ça commençait doucement, peut-être très dans le philosophique, l'espèce de remise en question, le personnage principal qui s'appelle Dex, qui décide de se réorienter et ensuite de comme un peu laisser cette vie qu'il connaît là derrière lui et de se diriger vers la forêt là où les robots habitent. Et pas nécessairement pour enfreindre quoi que ce soit, mais peut-être juste pour se sortir un peu de la routine. Et je vous avais dit qu'il était pour avoir une rencontre et cette rencontre a eu lieu et je suis en plein dedans. Et je peux vous dire que si jamais vous commencez ce livre-là, c'est vraiment une courte plaquette, mais le premier tiers est vraiment consacré à la mise en contexte. Si jamais vous trouvez que c'est peut-être long ou que ça s'étire ou tout ça, ça vaut la peine. Prenez le temps de bien comprendre le personnage. Dès qu'on arrive avec la rencontre avec le robot, c'est tellement savoureux, c'est adorable, c'est intéressant en même temps parce que c'est comme la rencontre d'un robot qui fait partie des robots qui ont été comme
désasservis des humains des centaines d'années, qui vivent chacun de leur côté maintenant, qui doivent absolument rien aux humains, qui font ça comme ils veulent. Et c'est un robot curieux qui est venu pour essayer de s'informer sur comment les humains se portent depuis la grande séparation. Puis vraiment drôle, puis il essaie vraiment d'interagir avec Dex, qui est comme en grand questionnement, puis là, il s'attendait zéro à tomber sur ce robot-là, qui semble un peu vouloir l'accompagner aussi dans ces espèces de pérégrinations. Donc, c'est excellent jusqu'à maintenant. Je vous en reparle de toute façon quand je vais avoir terminé. Je vais le terminer aujourd'hui. De toute façon, je vais clore le blog sans doute sur cette lecture-là. Mais je voulais juste vous faire un petit coucou pour vous dire que jusqu'à maintenant, j'adore cette lecture. J'étais pas sûre au début, mais ça a valu la peine que je m'obstine un peu parce que clairement, j'ai été récompensée. C'est excellent. J'ai juste hâte de lire le deuxième. En fait, je sais pas comment ça va se terminer celui-là, mais j'étais déjà en train de me dire, oh non, j'ai pas hâte que leur rencontre se termine, puis j'ai comme déjà hâte de voir qu'est-ce qui va se passer dans le suivant. Donc, ça augure bien. Alors sur ce, voilà. Je vous dis à tout de suite. Eh bien, bonjour. Alors, me revoici dans la studio mobile pour conclure ce vlog. J'ai terminé hier le sublime opus de Becky Chambers, A Psalm for the Wild Built. Je crois que c'est un psaume pour les recyclés sauvages. Et c'était tellement excellent. Ça m'a surpris que, en fait, le fait que j'ai vraiment adoré ça m'a un peu surpris. Dans le sens où ça se présente quand même comme une espèce de roman, une quête philosophique, comme je vous disais. Puis je vous en dirai pas plus pour la suite après la rencontre entre le personnage principal et le robot, mais je peux vous dire que plus ça va, plus c'est intéressant. On est vraiment dans la réflexion philosophique, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment comme c'est vraiment un nouveau genre, en fait, qui est lancé. C'est comme la science-fiction philosophique. Donc, c'est que oui, il va y avoir une rencontre entre l'humain et le robot. Ça va potentiellement donner lieu à des questionnements par rapport à quels sont les besoins de chacun, quel est le but de chacun dans la vie et tout ça. Et donc, de deux parties qui ont en commun un même passé, qui n'ont jamais connu, là, le passé où les robots et les humains étaient ensemble, et qui apprennent en fait à découvrir l'autre, avec aucun repère, en fait, pour les aider, à part qu'est-ce qu'on leur a toujours dit sur l'autre partie inconnue. Et c'est tellement excellent. Et c'est à la fois, je dirais, un roman de science-fiction, d'écologie et de philosophie. C'est comme de l'éco-philosophie. Ouais, je pense que c'est ça. En tout cas, j'ai vraiment adoré. La fin est un petit peu quand même poussée philosophie, mais ça vaut vraiment, vraiment le coup. Je sais pas en fait qu'est-ce que le deuxième tome va donner parce que, à mon avis, on dirait que ça donne l'impression quand ça se termine que c'est complet en soi, ce livre-là. C'est peut-être ça le but aussi, je sais pas trop. Mais c'était vraiment une excellente lecture. En fait, c'est un coup de cœur. Donc, je vais pas me répéter 8000 fois, mais merci Alex Bouquet-Prada. En fait, j'avais vraiment l'intention de découvrir le Becky Chambers, qui est plus science-fiction dans l'espace et tout ça. C'est quelque chose qui est plus dans ma zone de confort. Puis, je sentais bien que cela, c'était un peu comme une espèce de opus philosophique, un peu un ovni. Puis, même si ça me disait, j'étais pas trop sûre parce que absolument, moi, ça me rebute un peu. Mais là, c'est tellement bien fait. La plume de l'autrice est excellente. Les personnages sont vraiment bien construits. Le fait que ce soit, que ça se passe dans un avenir, dans un futur lointain, sur une planète qu'on connaît pas nécessairement, c'est pas quelque chose qui est... Dans le fond, c'est vraiment, on les prend comme c'est. Il n'y a pas tant d'artifice en tant que tel. C'est vraiment l'humain. En fait, la cohabitation humaine-intelligence artificielle, comme elle pourrait être dans plusieurs années, là, c'est pas nécessairement... on va pas trop loin. Pour ceux qui ont un peu peur de la science-fiction, c'est juste parce qu'on comprend que les deux entités d'humains et d'intelligence artificielle ont cohabité ensemble. Donc, c'est plus ça. Mais sinon, c'est pas lourd là, comme science-fiction. Mais vraiment, ça vaut la peine. Essayez ça. Ça donne vraiment une bonne opportunité de découvrir la plume de Becky Chambers. Puis là, ça me donne juste le goût de lire tout le reste, donc sans surprise. Mais là, je vais essayer de ne pas les enchaîner tous parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc, je vais sans doute attendre un peu pour le deuxième tome du Monk and Robot. De toute façon, j'ai un autre Becky Chambers dans ma fameuse pile à lire du défi Parlant des routes. Alors, je verrai bien, puis je vous en reparlerai si jamais je suis là. Mais bon, voilà. Je voulais juste faire un petit retour là-dessus. Et c'est ce qui va conclure en beauté ce vlog-ci. Alors, j'espère que ce petit temps avec moi vous a plu. Cette semaine, ça a été particulier parce j'ai réussi à avoir comme plusieurs lectures de romans dans des
des genres différents, puis un petit blitz album. Donc, des fois, je sais que c'est peut-être pas tout le monde qui aime les albums jeunesse, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. Donc, c'est le fun. Ça va aller peut-être toucher différents interlocuteurs et interlocutrices. Alors, écoutez, j'ai bien hâte de vous retrouver. N'hésitez surtout pas à vous manifester en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, d'échanger avec vous. Si vous voulez me soutenir, bien entendu, pouce en l'air, abonnement, commentaire, partage, réseaux sociaux. Mais moi, comme je vous dis, je suis toujours en mode plaisir de vous retrouver. Alors, d'ici à ce qu'on se revoit, je vous souhaite les meilleures découvertes livresques possibles. Puis je vous dis à la prochaine!